This meeting is being recorded. Donc, je me présente, Anna Jeunesse. Moi, je suis chargée de mission commercialisation au groupement des agriculteurs bio de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, on accueille Guillaume Robin et puis Clément Sauval qui viendront témoigner sur l'organisation de l'étal de marché en maraîchage et en produits laitiers. Dans un premier temps, on va faire un petit b.a.-ba de l'organisation de l'étal de marché. Déjà, pourquoi rendre son étal de marché attractif et puis comment le faire. Et ensuite, je donnerai la parole à Guillaume et Clément pour venir témoigner. Donc, pourquoi rendre son étal de marché attractif? Eh ben, tout d'abord, pour se démarquer face à d'autres producteurs ou revendeurs qu'on a sur les marchés. Aussi pour attirer une nouvelle clientèle et renouveler sa clientèle, parce qu'on sait que sur les marchés existants, il y a une érosion des clients présents. Donc, c'est l'idée de pouvoir toujours attirer de nouveaux clients sur le marché. Et puis pour optimiser ses ventes en favorisant les achats d'impulsion, quand les gens ont déjà des achats programmés, d'aller impulser d'autres achats. Donc, quels objectifs dans le fait de rendre son étal de marché attractif? Bah, premièrement, augmenter l'attractivité du marché, augmenter le panier moyen des clients habituels, et puis fidéliser ceux qu'on a réussi à attirer sur son marché. Je te laisse passer la diapo, Beryl. Merci. Donc, qu'est-ce qui fait que votre étal de marché est attractif? Tout d'abord, c'est la quantité des produits. On sait que la quantité fait vendre. Donc, vos caisses, quand on est en maraîchage, par exemple, elles doivent toujours être pleines pour que les légumes, ben, ils soient visibles et de réapprovisionner au fur et à mesure du marché pour que les gens qui passent se disent, ah bah tiens, il y a de la quantité, ça donne envie aux clients de s'arrêter. Il faut que dans votre gamme, vous ayez à la fois des produits qui répondent aux achats programmés, mais aussi des produits d'impulsion. Donc on en reparlera tout à l'heure sur l'organisation de l'étal de marché. Mais c'est de pouvoir aussi amener des clients à tester des nouvelles choses qu'ils n'avaient pas écrites sur leur liste de courses. Ce qui rend l'étal de marché attractif, c'est également la mise en valeur de vos produits, de votre gamme, mais aussi de votre ferme. Vous venez avec votre ferme, vous venez avec votre proposition de valeur, donc avoir un stand qui est esthétique, qui donne envie, des produits qui donnent envie. Et puis d'être bien préparé pour un marché. Bien s'organiser, ça peut être aidant pour être prêt au moment où les clients arrivent, pour réfléchir en amont comment les gens circulent sur le marché. Est-ce que c'est fluide? Qu'est-ce que les gens voient quand ils attendent leur tour pour acheter leurs produits? Et puis aussi s'organiser pour éviter une charge de manutention voilà, sur les caisses, sur le réachalandage de votre étal. Donc la structure et la disposition de l'étal, les principes de base, bah, on parle de hauteur, de profondeur et d'utilisation des caisses pour donner du relief. Voilà, on va dire qu'un client qui passe devant votre étal de marché, il a 3 secondes pour être convaincu de s'arrêter. Donc avoir une mise en place d'étal avec du travail sur les reliefs, d'avoir du travail sur la mise en place des produits. Où est-ce que je place mes produits phares, mes achats programmés? Où est-ce que je place les nouveautés qui attirent l'œil du client? Comment mes clients accèdent aux produits et comment ils circulent sur le marché quand ils sont en train d'attendre pour être servis? Est-ce que c'est vous qui les servez ou non? Les couleurs aussi, jouer avec les contrastes des couleurs pour créer de l'impact, pour attirer l'œil du client. On évite de mettre des couleurs similaires côte à côte. Voilà, on évite d'avoir 3 ou 4 produits de sa gamme vert les uns à côté des autres et plutôt on associe des couleurs complémentaires pour venir donner un côté esthétique à son étal. En fonction de comment est mise en place votre étal, on utilise une nappe, on évite les matériaux froids, on vient créer de l'ambiance autour de son marché. On en reparlera tout à l'heure aussi en fonction des saisons. Euh, je te laisse passer la diapo, Beryl. Donc, l'aménagement idéal d'un étal, là, vous avez un schéma super parlant sur comment se positionne le passant quand il voit votre marché et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, il va être capté par ce que vous proposez. Donc là, ce que vous voyez en orange, c'est la zone chaude. Donc c'est là où on a des achats impulsifs et puis de la vente massive. C'est là où le client il va s'arrêter en premier et là où son œil il va se poser naturellement. Donc là, il faut que en quelques secondes, il puisse identifier est-ce que vous êtes revendeur, est-ce que vous êtes producteur, quelle est votre proposition sur le marché.
Donc, c'est plutôt la zone où on va placer des produits qui se vendent facilement, rapidement et où on n'a pas trop besoin de donner d'explications sur le produit. Ensuite, on a une zone froide où le client il est déjà en train de faire son panier, il est en train de se servir ou il attend. Et là, on y place plutôt des produits où il avait prévu d'acheter. Voilà, les basiques, on parle de pommes de terre ou d'oignons par exemple. Ou alors, on va mettre aussi des produits qui demandent un peu plus d'attention quand le client est en train d'attendre. Est-ce qu'il y a des informations? Est-ce que, on met un panneau de communication? La charte de l'agriculture biologique? Pour voilà, donner du temps au client de regarder ces produits-là. Ensuite, souvent au milieu, on a l'espace avec la balance en zone de transition. Donc là, c'est l'endroit où la transaction elle va avoir lieu et où votre client va vous acheter. Donc c'est des produits où on peut mettre, enfin, on va mettre des produits où ça demande de l'interaction avec le client pour expliquer un peu, expliquer ce qu'est le produit, éventuellement le faire goûter. Et du coup, on va plutôt y mettre des produits d'impulsion. Donc voilà. Euh, Là, c'est un peu la différence entre les différentes zones chaudes, zones froides. C'est permettre à la fois au client de s'arrêter sur les produits qu'il avait sur sa liste de courses et de venir augmenter le panier moyen en proposant d'autres produits que le client n'avait pas forcément l'intention d'acheter. On y met aussi les produits les plus beaux, après en zone chaude, les plus colorés, les offres massives. Euh, et plutôt en zone froide, les produits de base ou alors les produits sur lesquels il y a besoin de communication. Voilà, je te laisse passer la diapo. Hop, c'est celle d'après. Super, merci. Donc, une fois que notre client, on a réussi à le capter sur notre marché, il y a quelques techniques de vente et accroche qui font qu'on va pouvoir augmenter le panier moyen ou créer de l'achat d'impulsion. Bah, c'est l'accroche produit quand on ne connaît pas un produit, de pouvoir le faire goûter, d'avoir des conseils sur les recettes, d'avoir une petite ardoise avec des conseils sur les recettes. Ça peut aider à faire de l'achat d'impulsion. L'image du vendeur, en général, on a 20 secondes pour convaincre et 80% de notre communication, elle est non verbale. Donc la posture que vous avez en tant que vendeur, la gestuelle, la manière de communiquer avec votre client, ce que vous dégagez, va faire beaucoup dans la manière dont le client va revenir et dont le client va être fidélisé. Donc plus vous êtes en capacité d'échanger, plus vous avez un sens du contact, un sens de la vente, plus vous aurez de facilité à fidéliser votre client. En technique de vente, le service aussi, en fonction de la clientèle cible. Par exemple, si votre clientèle cible, c'est une personne âgée qui est seule, bah, découper des gros légumes en deux, ça peut donner une impression d'effort pour le consommateur et ça peut aussi aider à créer de l'achat. Et le storytelling, savoir vendre sa ferme, savoir vendre vos produits. Voilà, vous venez vraiment avec un plus, c'est que vous êtes la personne qui récoltait, vous êtes la personne qui travaillait sur la ferme et donc vous avez plein de choses à mettre en avant sur votre ferme. Il ne faut pas hésiter à le faire auprès des clients via notamment des supports de communication et d'information. Voilà, si vous programmez une visite de ferme, si vous avez un marché de producteurs, si vous avez des petits flyers, de pouvoir les mettre en avant sur les zones d'attente où le client attend d'être servi, ça peut aussi aider. Je te laisse. Là, je vous mettais quelques exemples de communication sur. Voilà, rappelez que vous êtes bio, rappelez que vous êtes producteur. Il y a plein d'outils dans vos GAB que vous pouvez demander pour mettre en avant vos produits et faire de la communication sur votre étal de marché. Donc, comment aménager son étal de marché? Bah, premièrement, c'est de créer du relief. Voilà, quand on est sur des caisses, bah, de pouvoir avoir des caisses relevées, ça fait que le client qui passe, il voit plus facilement ce qu'il y a dedans et on met plus en avant ses produits. De laisser les jeux du client se balader sur l'étal. Bah, là, c'est ce qu'on disait, c'était de jouer sur les couleurs, sur les complémentarités, de créer de l'envie. Et puis d'avoir un stand qui est bien arrangé, qui donne envie sur la quantité, sur les plans inclinés, sur la disposition des produits d'appel, voilà, d'avoir un peu des spécialités, le produit phare, de savoir mettre en avant quand on a un changement de saison, le nouveau produit de la saison. Rappeler que les consommateurs, ils recherchent des producteurs sur les marchés.
Donc n'hésitez pas à le spécifier quand vous avez une banderole ou un écriteau ou voilà, le support de communication, de rappeler que vous êtes producteur. Pouvoir proposer des recettes sur les ardoises, on le disait tout à l'heure, pour se distinguer des revendeurs. Là, on arrive dans une période hivernale où il fait nuit tôt. Si vous faites des marchés le soir, de pouvoir créer une ambiance aussi conviviale en mettant en place des guirlandes, des lumières, ça peut aussi aider à attirer de nouveaux clients. L'organisation des paniers aussi, il faut se dire que souvent quand un client vient sur un marché, il a plusieurs produits à acheter, il est chargé. Donc, euh, plus votre client aura de place, plus il aura aussi de place pour acheter plus. Un client qui est encombré, c'est un client qui va acheter moins. Donc, avoir un espace sur l'étal où le client il peut poser son panier, peut poser son sac pendant qu'il paye, ça peut aussi aider à créer de l'achat quand votre client il a les mains prises, en fait, qu'il a plus de place. Il va pas forcément aller sur des achats d'impulsion et être reconnaissable en fonction de si vous êtes plutôt sur un marché où vous avez une place stable ou alors si vous changez de place tout le temps. Avoir un moyen de communication, que ce soit une bâche, un logo, une flamme pour être identifié et retrouvé facilement sur un marché. Parce qu'il faut se dire que voilà, la personne qui vient faire ses courses, elle a du mal à vous trouver, donc d'avoir un peu un outil visuel qui fait que elle vous retrouve facilement sur le marché. Parce qu'on l'entend souvent dans les marchés, bah oui, mais je vous ai pas vu la semaine dernière. Et ça, c'est des achats, voilà, c'est des achats loupés par manque de visibilité. Euh, on a parlé beaucoup de l'organe létal de marché en maraîchage, mais pour les produits transformés, faut pas hésiter, encore une fois, à rappeler que vous êtes producteur et que c'est vous qui faites la transformation sur votre ferme, que ce soit pour le pain, pour les produits laitiers, voilà, pour tout type de produits transformés, de mettre en valeur la ferme quand vous avez des produits laitiers, de savoir mettre en valeur ces animaux, voilà, le pâturage, le fait que ce soit du plein air, le fait que ce soit du bio. Et puis sur la disposition, quand on a une gamme assez large, de regrouper les produits par usage, voilà, le frais à consommer, l'affiné, les spéciaux, d'avoir un peu une visibilité sur la gamme, d'utiliser les hauteurs quand on a plusieurs hauteurs, créer des niveaux pour séparer visuellement les différentes catégories de produits. Et puis quand on a un nouveau produit sur son étal, de savoir le faire déguster aussi pour le faire découvrir à ses clients. Voilà un peu le b.a.-ba de l'organisation de l'étal de marché. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'enchaîner avec deux témoignages. Le témoignage de Guillaume, qui est en maraîchage en Loire-Atlantique. Guillaume, si tu veux prendre la parole, je t'en prie, on te laisse la main. Oui, bonjour tout le monde. Ça marche bien? Ça marche bien, on t'entend. Merci. Génial. Et Tu peux donc, passer la diapo, ah Bérénice. oui, je crois que j'ai fait une petite image d'intro pour Celle d'avant. la Euh, page 13. Normalement, non, bah c'est pas grave, autrement je vais improviser. je peux reprendre la. Hop. T'en as pas une autre? Non. Eh ben, tu peux. Parce que là, en plus, c'est mon étal de vente à la ferme, donc c'est pas forcément le Eh ben, mieux. je reprends la main sur ça. Hop. Hum, Excusez-nous pour les détails logistiques. Hop là. Ah, voilà, super. Ouh, super. Ok, donc rebonjour à tous. Donc moi c'est Guillaume Robin, je suis maraîcher sur Herbray en Loire-Atlantique et donc je suis loin d'être un expert en vente hein, parce que donc voilà je ne vends mes légumes que depuis 2 ans, mais je vais essayer de vous montrer un peu ce que je fais. Donc j'ai créé une exploitation maraîchère en 2024 avec un tout petit atelier de poules pondeuses et donc je suis certifié en bio depuis le début. Donc là, je termine ma deuxième vraie saison. Et donc, je suis tout seul sur ma ferme qui fait 1 hectare 2. J'ai 6 000 m² de plein champ et 1 000 m² de tunnel. Donc, c'est trois tunnels classiques. Je fais 30-40 légumes diversifiés de saison. Donc, je fais vraiment quasiment tous les légumes. Donc là, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est la commercialisation. Donc, je fais deux ventes.
Je fais une vente les vendredis soirs sur ma ferme, donc 16h30, 19h. Et donc ça représente à peu près entre 20 et 25% de mon chiffre d'affaires. Et le reste de mon chiffre d'affaires, je le fais le mercredi matin à Châteaubriand. Donc c'est le marché tous les mardis, tous les mercredis matin. Donc bah, si on peut passer à la diapo numéro 2. Donc ça, c'est mon étal au marché de Châteaubriand le mercredi matin. Donc quoi dire de particulier? Donc déjà, on va dire juste en termes de logistique, moi j'utilise des lead camps avec des clés dessus. Et ça paraît tout con, mais moi j'ai mis bien un an avant d'en acheter. Avant, je me baladais avec des tréteaux et des planches d'OSB, c'était la croix à la manière. Et finalement, ça coûte 100 balles les 2 mètres avec les clés. Donc, c'est vraiment un achat que si je pouvais conseiller à quelqu'un de le faire beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Après, bon, c'est ce que je dis aussi, c'est que l'avantage d'avoir galéré vraiment beaucoup avec les planches d'OSB, c'est que maintenant, je suis super content de les déballer. C'est un vrai plaisir. Mais bon, voilà, ça serait à refaire, je le ferai plus tôt. Après, pour l'organisation de mon étal, donc là, j'ai rajouté des draps sur mes lits de camp. Je fais deux niveaux de légumes. Et derrière, je mets des rehausses avec des cagettes en bois. Donc là, l'idée, en fait, sur mon étal, je sais qu'elles sont très colorées. Bon, là, c'était un peu, entre guillemets, une chance. J'ai une photo du mois d'octobre, je pense. Donc, il y a quand même pas mal de légumes. J'ai encore des légumes d'été. Et donc, bah voilà, donc j'essaye au maximum de varier les couleurs. Donc, voilà, j'ai les salades, les poireaux. Essayer d'avoir un pêche-mêle et aussi d'essayer de mettre deux niveaux pour essayer de mettre un peu de hauteur sur mon étal. Et aussi, je fais l'effort d'utiliser que de la cagette en bois sur mon étal. En fait, sur ma ferme, quasiment tout est en plastique. Mais voilà, quand je pose sur les étals, bah, voilà, je change les cagettes. Bah, des fois, c'est directement dans les cagettes en bois, mais c'est quand même très rare. Voilà, ça donne un aspect un peu plus authentique et voilà, donc c'est quelque chose que je fais. Je rajoute aussi, voilà, on peut voir, je mets des petits paniers un peu partout. Voilà, c'est pas forcément pratique à déplacer dans la voiture, mais je pense que ça donne un petit aspect sympa sur l'étal. Après, ouais, moi j'ai aussi acheté, ça j'ai mis pas mal de temps aussi avant de l'acheter, plus ou moins, c'est le parasol. En fait, j'ai commencé moi à faire le marché en janvier, bah, ça va faire 2 ans, donc c'était l'année où il faisait que pleuvoir. Et donc j'ai fait janvier, février sans parasol, et finalement la pluie, c'était pas forcément ça le plus gênant. C'est au bout de fin février, je me suis aperçu que le soleil allait se lever un jour, le mercredi matin, parce que je l'avais pas encore vu. Et j'ai commencé un peu à m'inquiéter sur plus pour l'été en fait et le soleil. Donc ouais, ça m'a vraiment l'achat de ce parasol d'occasion a vraiment été fait pour bah, vraiment pour l'aspect soleil plus que pour l'aspect pluie, même si finalement ça peut être confortable. Mais aussi, donc ça c'était un premier point de raison de cet achat. Mais le deuxième point, c'est aussi pour tout ce qui est affichage. Là, bon, là, comment dire, ouais, j'ai créé, entre guillemets, j'ai acheté une banderole il y a à peu près 1 ou 2 mois. Mais avant, je mettais des petits affichages, ne serait-ce que pour dire que j'étais en agriculture biologique. Et donc là, depuis maintenant 2 mois, j'ai cette banderole. Bon, cette banderole, là, je vois la question, je peux répondre direct. Elle m'a coûté, je pense, 150-200 € à peu près. Et en plus de ça, je l'ai fait faire par quelqu'un du coin qui venait de s'installer bah, il fait de la bâche et tout ça. Donc j'étais très content de travailler avec lui. Et outre le fait de travailler avec quelqu'un de local, mais c'est surtout que c'est lui qui le dessine en fait, entre guillemets, l'affiche, donc tout ce qui est taille d'écriture, bah, etc. C'est un métier hein, d'imprimer quelque chose que j'ai déjà imprimé des trucs et c'était pas forcément une réussite. Et donc voilà, comment j'ai réalisé cette banderole, bah, tout d'abord j'ai mis mon logo en plein milieu. Ça je l'ai fait faire mon logo aussi. Ça a dû me coûter 300 € aussi ce logo au départ de ma ferme. Et voilà, j'avais mes petites idées sur ce que je voulais mettre dessus. Et donc voilà, donc
Après, moi, je suis suivi aussi par Charles Souillot, si certains connaissent. C'est un technicien maraîcher qui, donc c'est voilà, il m'aide pas mal sur les choix stratégiques sur la ferme. Et donc avec lui, en fait, on a trouvé un peu les bons mots à mettre aux bons endroits. Donc voilà, en gros, j'ai mis le logo. À droite, j'ai mis l'agriculture biologique. Alors là aussi, c'est pareil. Bah, c'est lui qui m'a dit ça, Charles. Bon, j'ai souvent parlé de Charles parce que on ne travaille pas en équipe, mais il me conseille sur pas mal de choses. Et il faut mettre les deux logos en fait pour pas être embêté. Il y a le logo AB là, puis la petite feuille d'étoile. Sinon, on peut se faire toquer par je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, voilà, autant qu'imprimer les choses, autant bien les imprimer tout de suite. Après, moi, je voulais vachement insister sur le fait que ce soit local. En fait, la particularité de mon étal, c'est qu'il y a 100% des produits qui sont sur ma ferme. Je fais vraiment zéro achat-revente. Et, euh, et voilà, c'est pour me différencier aussi des certaines personnes sur le marché. Donc voilà, après, je vends des légumes, des œufs, des fruits. J'ai mis à peu près quand est-ce que je suis sur le marché, que j'accepte la carte bancaire, mon adresse. Et aussi, on voit en tout petit, mais là, il faut vraiment que je fasse un travail en bas à gauche. Je fais une newsletter aussi toutes les semaines que j'envoie par mail. En plus, une publication Facebook. J'ai espoir. Donc, ce qui a marqué là, c'est demander à vous inscrire à la newsletter. Et là, dans mes objectifs, ça va être de récupérer le maximum d'adresses mail. Parce que sur le marché, c'est quand même des personnes assez âgées, surtout sur Châteaubriand. Et faut pas se mentir que le Facebook, c'est pas forcément facile pour eux. Donc j'aimerais pouvoir récupérer les adresses mail. Et après, c'est la photo. Alors là, bah, c'est Charles en parlerait mieux que moi, mais moi au début, j'avais pas prévu de mettre une photo de moi. C'est pas pour. De toute façon, je suis devant, donc voilà. Mais bon, comme il dit, il faut raconter un peu une histoire. Et bah, l'histoire là de ma ferme, c'est vraiment bah, que c'est moi qui récolte les légumes, etc. Donc il faut aller mettre la photo. Donc j'ai fait la photo. Quoi dire d'autre sinon? Voilà. Après, si moi c'est plus je pense que l'une des clés aussi de réussite sur mon étal, c'est la grandeur. Il y a deux principales choses, trois je dirais. La première chose, je pense que j'ai une grandeur, j'ai 6 mètres d'étal et des fois donc c'est 3 fois 2 mètres de lit de camp. Et des fois, j'ai pas forcément assez de légumes pour remplir les trois lits de camp, mais je les mets quand même. Ça me permet de vraiment d'étaler au maximum mes légumes. Et les gens, quand ils passent en marchant, j'ai quand même l'impression que ça leur laisse plus le temps de regarder le moindre légume. Moi, je crois que tu disais 3 secondes, et ouais, Charles me disait une seconde par mètre pour regarder les légumes. Donc tout ça, ça se tient aussi, je pense, de plus avoir une longue étale. Je pense que les gens, ils ont l'impression que bah, ça leur laisse le temps, quoi. Et donc ça, c'était la première raison. Et je pense que la deuxième raison aussi, c'est les légumes aussi. Il n'y a pas à dire, faut que si tu veux que les gens reviennent, il faut que les légumes soient bons et de qualité et que, comment dire, et c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Si déjà ton produit, tu es sûr de toi qu'il est de qualité et que les gens les aiment, et les mangent et trouvent qu'ils sont bons, ben voilà, pour moi, le plus gros du travail, c'est ça. Après, bien sûr, il y a des petits arrangements, mais c'est surtout l'aspect qualité de légumes, je pense, pour moi. Et le troisième point aussi que je dirais, c'est aussi bah, l'attitude. Tu l'as très bien résumé, Anna. Je... Moi, les gens, et c'est surtout la personne qui était avant moi sur cette place de marché, elle me disait, les gens, quand ils viennent sur ton étal, il faut que tu sois joyeux. Faut pas que tu sois seul à la soupe à la grimace. Tout va bien. Même quand il pleut, tu es content parce que ça rose tes légumes. Et quand il fait du soleil, tant mieux, ça va pousser plus fort. Il faut pas dire qu'il fait trop chaud et que bah, c'est chiant, il y a trop d'eau, il fait froid, quoi. Mais voilà, moi c'est ça aussi voilà, tout l'objectif quand je suis à la vente le mercredi matin, c'est vraiment faire ça. Voilà, tout va bien et même si des fois c'est pas forcément tout rose, et que je suis pas tous les jours aussi joyeux que sur le marché, mais voilà, en tout cas c'est un effort que je me donne. Euh, voilà à peu près tout. Ah bah si, on va pouvoir passer juste à la prochaine diapo, ça va permettre de me faire une petite transition. Ouais. Donc ça c'est ma vente à la ferme, mais en haut à gauche, je me tente un truc. C'est Charles qui me pousse un peu à faire ça. Pour vendre des aromatiques.
Donc je me suis fait un petit présentoir là pour faire aussi un truc joli que je mets juste à côté de ma caisse. Et bon, voilà, ça balbutie pour l'instant. Voilà, je vends pas beaucoup de bouquets d'aromatiques, mais voilà, je me dis que dans 3 4 ans, j'espère que j'en vendrai plus. Mais et d'ailleurs, oui, si on pouvait juste revenir sur l'étal de la page d'avant. Petite particularité, alors du coup, j'étais pas au courant entre guillemets, des zones chaudes et des zones froides. Moi, l'étal, comment je l'organise? Je mets sur les extrémités, moi, de mon étal, tous les légumes que je suis sûr à 100% de vendre. C'est-à-dire, là, en bas à droite, on voit, j'ai voilà, oignons, échalotes, tout ça. Bon, voilà, c'est des choses que j'ai pas forcément envie de vendre et que les gens, de toute façon, quand ils vont arriver sur l'étal, ils vont les chercher. Et là, je mets ça en bas à droite. Et de l'autre côté à gauche, je mets mes carottes, par exemple. Et parce que je suis sûr de les vendre, en fait. Les gens, s'ils en voient pas, ils vont me demander s'il y en a. Et au contraire, plus je me rapproche de ma balance, et ben, plus je mets les choses que je veux vraiment vendre. Donc là, en l'occurrence, je voulais absolument vendre mes haricots verts et mes épinards aussi. Les épinards, je trouvais que j'en vendais pas beaucoup. Donc là, voilà, je centralise au maximum ce que je veux vraiment vendre au milieu. Mais du coup, c'est peut-être pas le. Je me dis peut-être que mes épinards, je pourrais les mettre un peu sur l'extérieur aussi. Bon, c'est des. Donc voilà, un peu comment j'organise mon truc. Et ben, on peut retourner sur la page d'après. Et donc après, là, c'est ma vente à la ferme. Donc ma vente à la ferme, c'est tous les vendredis soirs. C'est sensiblement la même logique. La seule différence, c'est que je le mets plus comme comment dire, comme dans un magasin en fait. Vu qu'il y a pas, je suis mieux installé, on va dire, là, j'ai pas ma balance, j'ai un comptoir à côté. Et donc les gens se servent quoi. Oui, c'est ça aussi sur l'organisation sur mon étal, que ce soit au marché ou à la ferme. Les gens se servent à 100%. Voilà, moi, je leur dis que moi j'en fais, mieux je me porte. Mais en plus, j'ai l'impression, alors je pourrais discuter avec d'autres producteurs, ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'ils en prennent plus quand c'est eux qui se servent. Alors, on n'était pas d'accord, mais moi c'est mon impression, donc je continue. Puis les gens, j'aime bien qu'ils choisissent leurs légumes, parce qu'ils sont pas toujours beaux, mes légumes. Ils sont un peu déformés, mais moi, voilà, ils choisissent, comme ça, j'en suis pas responsable. Et donc là, voilà, ma vente à la ferme le vendredi, c'est sensiblement la même chose. J'essaye de mettre au maximum de couleurs. Et je mets pas d'affichage, j'ai mon petit logo AB qui est resté là, mais je mets pas d'affichage particulier. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire sur mon étal le vendredi soir. J'avais vu qu'il y avait des questions, je sais pas si. Je peux peut-être y répondre rapidement. Euh, Je me rends pas compte du nombre de questions, mais peut-être il y aura peut-être des échanges à la fin, mais ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne sur la partie produits laitiers et oui, qu'ensuite on revienne aux questions-réponses qui vont amener plus d'échanges si tu es OK avec ça. c'est super. Ok, et ben merci beaucoup pour ton témoignage, Guillaume. Et puis on prend le temps de répondre aux questions tout à l'heure. Je crois que Clément, tu as dû arriver. Je veux bien que tu nous confirmes ça, que tu nous entends bien. Oui, je vous entends bien. Bonjour Clément, et merci beaucoup. Et Bonjour. ben, je te laisse la place pour le témoignage. Je te laisse te présenter et puis tu me diras quand tu veux que je passe les diapos. Ok, donc moi je suis Clément Sauval, crémier fromager depuis 2020. J'ai commencé en fait sur les marchés et ensuite en tant que salarié et puis ensuite je me suis mis à mon compte où là j'ai ouvert une première boutique en 2021 et la deuxième en 2023. Donc sur Talmont-Saint-Hilaire et Jars-sur-Mer. Bon, moi je suis quand même plus pro au niveau des boutiques, mais bon j'ai quand même eu une petite expérience sur les marchés. Et Clément, on entend ton micro s'est coupé. hop, excusez-moi, vous m'entendez? On t'entend bien, merci. Ok, d'accord. Donc, je disais, je vous ai préparé un petit PowerPoint. Moi, ce qui me semblait important voilà, de soulever sur les marchés par rapport donc à un étal de crèmerie fromagerie.
Donc voilà, l'essentiel des points pour moi, c'était donc le véhicule évidemment adapté au mode d'exercice, tous les critères à prendre en compte qui sont importants, les spécificités des vitrines de marché. Bon, pas passionnant, mais obligatoire, le point clé à HACCP. La mise en place des fromages ensuite en vitrine. Vous aurez aussi une petite diapo sur les détails qui font la différence dans une vitrine. Et puis, comme soulevé tout à l'heure par le primeur, j'ai pas son prénom parce que je suis arrivé en milieu de réunion. C'était, quelqu'un peut me dire le prénom du monsieur qui est Guillaume, intervenu juste avant? Guillaume. Guillaume, voilà. Comme Guillaume, effectivement. Et effectivement, l'expérience client qui est super importante, hein. Faut soigner la relation. Et puis enfin, voilà, le matériel adéquat et donc les outils de découpe à servir sur les marchés. Voilà, donc on peut peut-être passer donc sur la seconde. Donc, alors ça dépend vraiment en fait de qui vous êtes, ce que vous faites, hein. Effectivement, un producteur de fromage qui va avoir deux, trois fromages ou enfin une petite gamme, va pas utiliser forcément la même étal pour les mêmes conditions qu'un crémier fromager qui vend une centaine de références. Donc c'est important de savoir quel est votre volume. Il faut que l'étal soit suffisamment quand même, qu'il y ait suffisamment d'espace. Et en même temps, il faut quand même créer une sorte, un effet d'abondance, quoi, qui donne envie justement aux clients, qui attire l'œil et qui donne envie aux clients de consommer. Donc, donc voilà, sur les véhicules, donc soit les véhicules légers, soit les véhicules poids lourds. Du coup, bah forcément, ça impacte la capacité de chargement et la longueur du véhicule, forcément. Et la détention de quel permis à avoir pour quel type de véhicule. En sachant que si vous partez sur un poids lourd, euh, voilà, il y a aujourd'hui, c'est la validité du permis avec une visite médicale tous les 5 ans. Après 60 ans, c'est tous les 2 ans. Et puis aussi le fait que si jamais vous êtes malade, voilà, il faut que dans votre staff, dans votre équipe, vous ayez quelqu'un d'autre qui ait aussi ce permis-là. Donc voilà. Ensuite, là, la première, donc c'est le véhicule de tournée, hein. C'est celui où, parce que il y a dans les campagnes encore, pas forcément des marchés, mais des véhicules qui tournent et qui font, voilà, qui se promènent dans les campagnes, etc. Donc bon, je pense que c'est pas vraiment peut-être la majorité d'entre vous, mais il n'empêche, bon voilà, il faut des véhicules qui soient autonomes. Donc euh, j'ai perdu mon truc. Excusez-moi. Donc voilà, avec équipé de batteries suffisantes pour, pour tout le long de la tournée. Après, c'est des grandes quand même, en général, c'est des longueurs de vitrine qui sont quand même assez longues. Donc là, effectivement, c'est plus pour des crémés fromagers en tant que tels, qui ont entre 80 et 120 références. Voilà, donc là, vous avez un peu les caractéristiques avec une production de froid qui est assurée par des plaques techniques qui sont congelées et qui refroidissent petit à petit, enfin qui se réchauffent petit à petit, mais qui du coup créent du froid. Euh, et puis, donc c'est une vente où la personne est quand même en hauteur par rapport à sa clientèle. Euh, et euh, voilà, vous pouvez donc faire attention effectivement si de recharger la batterie soit le soir, soit avoir un petit compresseur supplémentaire la journée si besoin, si les températures extérieures sont trop pénalisantes. Voilà. Ensuite, bon, les véhicules pour les marchés. Donc là, vous avez les utilitaires légers, avec donc soit des véhicules qui sont équipés d'une vitrine environ 4-5 mètres de long. Donc, et après, vous pouvez avoir des extensions avec des versions panoramiques. Ensuite, vous avez les remorques. Donc là, vous n'avez pas besoin de permis. Puis ça peut être pratique. C'est souvent quand même, ça, c'est quand même le plus utilisé
chez les producteurs. Euh, voilà, par contre, bon, il y a des choses à faire attention au niveau du châssis, c'est un essieu, un double essieu, etc. Là, ça place le professionnel à la hauteur de sa clientèle et c'est vrai que parfois, ça donne quand même un confort de communication. Être placé en hauteur, c'est pas forcément pratique tout le temps. Ni dans le contact, ni dans la relation, enfin, ni dans la relation avec le client, ni dans l'ergonomie en fait de la vente. Donc voilà, l'avantage avec les remorques étales, c'est qu'elles peuvent vraiment mesurer entre 2 et 10 mètres, donc vous avez quand même un panel d'offres qui est quand même assez, qui peut vous être en tout cas adapté par rapport aux ventes et par rapport à votre production, quoi. Ensuite, donc, vous avez les remorques cellules. Donc là, sont généralement équipées de plus petits gabarits, quoi. Donc voilà, le vendeur surplombe ses clients aussi. Elles peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de long. Et celles-ci sont aussi adaptées aux fermiers travaillant en vente directe pour une petite gamme, quoi. Et après, les camions, donc ça, c'est pareil, hein. Les camions, c'est quand même plutôt pour les grosses, voilà, ceux qui ont quand même des forts volumes d'activité, bon, ça constitue quand même part minoritaire du marché, voilà, qui mesure entre 5 et 6 mètres de long, avec une grande capacité de stockage, et qui permet de travailler aussi à plusieurs sur le point de vente. Ensuite, donc les critères à prendre en compte, bah, ouais, c'est forcément la capacité de chargement. Donc quel poids et quelle quantité de fromage vous pensez amener et embarquer sur vos marchés. Du coup, ça implique de prendre en considération la largeur de la gamme, le type de produit, comment vous voulez installer vos fromages dans votre vitrine pour une meilleure scénographie. Et voilà, en gros, en général, sur une vitrine de 5 mètres, ça permet à peu près plus ou moins 300 kg de fromage, donc ça commence quand même à faire un petit peu. Donc voilà, si vous avez un panel de 3-4 fromages, 4-5 fromages, est-ce que vraiment ça vaut la peine de prendre autant en métrage, ou alors est-ce que vous en profitez justement pour rajouter des productions chez des confrères ou autre chose, bien que faut faire attention avec la crème et fromagerie, si vous faites du primeur, un peu de viande, etc., à bien séparer quand même à l'intérieur de la vitrine les produits par un plexiglas ou une vitre, etc. Ça, c'est par rapport aux règles HACCP. Donc évidemment, on voit quand même la nettoyabilité de la vitrine, parce que c'est important que ce soit sur des surfaces lisses, hein, qui sont facilement nettoyables, avec le moins possible de recoins et d'interstices pour pas que la poussière, etc., se cumule dans la vitrine. Et puis l'ergonomie, donc, qui permet au fromager de pouvoir gérer avec fluidité, quoi. Soit sa clientèle, soit aussi l'espace de vente, avec la surface de travail, etc. Ensuite, vous avez donc la solidité des matériaux. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on fait des choses quand même plutôt bien. Il faut quand même faire attention à tout ce qui est marbre ou bois massif, parce que ça pèse son poids. Maintenant, quand même, de plus en plus, on utilise des matériaux légers comme le polyester et les stratifiés, donc qui tendent quand même à devenir la norme et qui sont bien plus pratiques autant au nettoyage que à forte utilisation. Enfin, l'autonomie, donc ça, c'est surtout pour les professionnels qui travaillent à la Chine, donc sur les camions, etc., à bien penser à brancher la batterie ou voilà, avoir un branchement pour une borne électrique et prévoir un petit groupe froid d'appoint si jamais le camion lui est pas équipé d'un double alternateur pour alimenter le groupe froid et les éclairages. Éclairages qui sont quand même super importants, même si vous êtes sur les marchés. Enfin, là, vous avez l'avantage, c'est que vous pouvez avoir aujourd'hui, vous pouvez personnaliser donc vraiment votre point de vente, comme justement Guillaume l'a fait avec sa bâche là arrière. Ça, c'est super important parce que c'est du visuel. Le visuel, ça attire l'œil, et qui attire l'œil, ça attire le client vers vous. Donc aujourd'hui, on a quand même une tendance forte à se démarquer, quoi, de ses concurrents, justement avec ses codes couleurs, avec ses éclairages qui font que
même sur un marché où vous avez beaucoup de différents vendeurs, et ben, on vous voit quoi. Donc avec une possibilité donc d'imposer des photos, des posters, des parois extérieures, refaire tout un covering sur tout le camion, etc. Donc faire attention aussi aux accessoires, parce que voilà, il y a certains fournisseurs qui proposent le véhicule soit nu, soit complètement opérationnel, avec les lamins, les planches de découpe, les porte-couteaux, etc. Faire attention quand même par contre au niveau des délais de livraison, parce que un véhicule neuf, c'est minimum 6 mois de livraison, hein, parce que l'équipementier, lui, il dépend un peu du constructeur automobile qui lui donne nu, et ensuite nu, il va faire toutes les installations nécessaires. Donc, et évidemment, si vous voulez acheter votre véhicule d'occasion, bon, on voit que c'est quand même, c'est quand même tendu. C'est plus tendu parce que il y a beaucoup de demandes, et là, c'est vraiment, faut être un peu à l'affût, quoi. Euh, voilà, pour avoir une bonne affaire et trouver ce dont vous avez besoin. Donc l'important aussi, c'est de pouvoir se protéger, parce que avec les changements climatiques, qu'il fasse trop chaud, que ce soit canicule, ou que vous ayez de la pluie, de la neige, etc. C'est important quand même de protéger autant son véhicule que aussi l'espace de vente des intempéries. Euh, voilà. Et donc la pose d'un auvent, ça peut être quand même bien pratique. Voilà. Ensuite, donc les spécificités des vitrines de marché en crèmerie-fromagerie, vraiment c'est par rapport à la qualité du froid, hein. Aujourd'hui, on a quand même, on utilise quand même plus un froid statique qu'un froid ventilé, bien que quand même aujourd'hui, euh, il y a quand même une grande progression sur les froids ventilés, qui amène aussi la chance d'avoir une plus large couverture de froid. Donc la préservation de l'hygrométrie est super importante aussi. Donc il faut vraiment se poser la question voir sur le groupe froid. Et en gros, par rapport à donc la vigilance du delta T, donc c'est vraiment par rapport à la surface des évaporateurs. Plus ils vont évidemment être faibles, plus du coup les moteurs vont tourner vite, et plus ils vont tourner vite aussi, plus la circulation de l'air va être importante, et donc risque de dessécher le produit. Voilà. Donc ensuite, si est-ce qu'il vous faut une vitrine ouverte ou fermée, très clairement, c'est quand même mieux une fermée sur les marchés, par rapport, voilà, pour le contrôle de l'hygrométrie, pour tout ce qui est poussière, si vous êtes en plein vent, et la protection contre les insectes, les mouches, etc., quoi. Donc voilà, ensuite, bon, ça c'est plus pour les camions, mais si vous pouvez avoir des armoires réfrigérées en complément derrière, pour pouvoir avoir du stockage, et faire votre réassort petit à petit, pour garder justement une lisibilité sur votre vitrine, et enfin dans votre vitrine, et avoir des fromages bien rangés, bien calés, voilà, pour que ce soit beau et attirant. Et enfin, vitrine droite ou bombée, bon, ça dépend un peu, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus bombé majoritaire, parce qu'il y a l'avantage de limiter les reflets du soleil, contrairement à la vitrine droite. Mais et après, ça dépend surtout de la qualité du verre plutôt, qui importe. Si c'est un verre qui est quand même plus épais ou non. Le plus épais sera forcément le mieux ce sera pour garder justement le froid et la bonne hygrométrie à l'intérieur de la vitrine. Je, Donc, voilà. je me permets de te couper, Clément, je vois que le temps file un peu et qu'on va garder un petit peu de temps pour les questions. Est-ce Ouais, que ça te va si on passe sur la mise en place des fromages et qu'après on passe aux questions? ouais, bien sûr, bien sûr, ouais. Super, Bon, le merci point beaucoup. HACCP, ouais, ça, de toute façon, je pense que j'imagine que tout le monde connaît un peu. Obligatoirement. Donc la mise en place des fromages, donc c'est surtout ce qui est, voilà, il faut que ce soit lisible avant tout. Il ne faut pas hésiter à théâtraliser vos vitrines, à regrouper par taille. Donc on va mettre plutôt souvent les gros fromages derrière, les petits devant, regroupés par famille, pour que ce soit lisible pour les gens, qu'il y ait les vaches d'un côté, les chèvres de l'autre, les brebis aussi.
On peut jouer avec les contrastes et les reliefs. Voilà, pas hésiter voilà, à mettre vraiment jouer sur les volumes. Faire attention à vos étiquettes. Maintenant, il y a des logiciels et des petites imprimantes qui sont vraiment super pratiques et qui peuvent faire des étiquettes quand même qui sont super jolies. Attention au pic sur les étiquettes. C'est vraiment pas du tout HACCP, ça. Les pics, on ne sait pas où ils passent, on ne sait pas où ils vont. Je suis pas sûr qu'ils soient désinfectés à chaque utilisation. Et vous piquez directement dans votre fromage, qui est quand même une matière vivante. Voilà, privilégier quand même les étiquettes avec un petit socle, hein. Ensuite, au niveau des lumières, voilà, les effets d'abondance, donc super important. Bon, maintenant, les vitrines sont quand même bien équipées au niveau des lumières. Voilà, des néons qui crachent un peu et justement qui font ressortir l'œil, hein. C'est comme des insectiseurs, hein. Voilà, les insectes, ils sont attirés par la lumière ultraviolet dans des coins sombres. Le client, c'est un peu pareil, hein. Voilà, plus il y aura de lumière, plus ça va attirer l'œil et donc l'attirer vers vous. Après, vous avez donc le choix des supports. Faites attention au bois parce que le bois, c'est pas très hygiénique. Voilà, n'hésitez pas à mettre des paillons aussi dessous. Alors que si c'est des paillons naturels, c'est malheureusement qu'à un seul usage. Donc ça va vite coûter cher. Maintenant, vous avez aussi des petits paillons plastiques que vous pouvez mettre dessous et du coup, ça fait respirer quand même la surface qui est au sol en fait du fromage, qui parfois peut se mettre à couler ou à coller. Et du coup, c'est pas super joli voilà, quand vous êtes en vente. Pour ceux qui veulent étoffer leur gamme, pourquoi pas, mais ça dépend du volume, c'est toujours pareil. Et la rotation des fromages dans la vitrine, vraiment, ça c'est important. Si vous voulez vendre, comme Guillaume tout à l'heure, avec ses haricots verts qu'il les a mis à côté de sa caisse, voilà, sachez qu'il y a quand même, le client regarde quand même en gros, c'est un rectangle qui se trouve au milieu de la vitrine, hein, et il ne regarde pas trop sur les côtés, etc. Donc, si vous voulez vendre un produit avant tout, n'hésitez pas à vraiment le placer en avant, au milieu, voilà, qu'il soit bien, bien visible avant tout, quoi. Donc ensuite, je vous ai mis les détails qui font la différence. Bon, ça, c'est surtout au niveau de l'emballage, comme vous pouvez voir. Là, au début, voilà, vous avez tout en haut à gauche, vous avez un morceau de gorgonzola. Bon, on voit bien que le papier d'emballage voilà, c'est pas très joli. L'aluminium dessous non plus, c'est mal plié, ça donne pas envie, quoi. Voilà, il suffit juste en fait de bien plier les papiers, de recouper un petit morceau pour le mettre par-dessus, et là-dessus, ça donne un petit peu plus envie, quoi. Vous voyez aussi à côté, vous avez votre brin d'amour sur l'étal. Comme ça, c'est joli. Et puis, bam, la dame, elle vous dit, ou le monsieur vous dit, votre client vous dit, ah bah, j'aimerais un demi brin d'amour. Et là, en fait, vous n'avez pas fait attention. Le brin d'amour, il est filmé déjà depuis 2 ou 3 jours. Alors, vous voyez peut-être pas bien sur la photo, mais de suite, on voit un peu une petite flore, hein, qui commence à se créer, ou le sel qui remonte. Et du coup, ça donne pas très envie, quoi. Donc, bien attention faites bien attention à vos coupes, hein, d'abord, quitte à en enlever un petit peu. Parfois, il vaut mieux en perdre un peu que ça reste et que du coup, vos fromages se vendent pas, quoi. Voilà. Et puis jouer avec le relief, comme vous voyez, sur la première, la brin d'amour, c'est tout est droit, voilà, avec un peu de relief. Bon, ça donne un peu plus. Sur la photo à droite, donc là on voit bien, enfin on voit pas trop, mais quand même il y a un petit peu de la condensation en fait sur les vitrines. Ça fait vite sale, quoi. Ça donne vite pas envie. Donc faites bien attention. Vous voyez aussi les plaques les plaques qui sont pas bien rangées. Voilà, faut vraiment que ce soit fluide, que ce soit lisible et que ça donne envie, hein, tout simplement. Enfin, la dernière photo, vous avez là une tome de Savoie. Bon, vous voyez bien la différence entre celle de gauche et celle de droite, hein, laquelle vous donne plus envie. Bon, clairement, c'est quand même celle où vous n'avez pas le pliage qui est derrière, en fait, derrière la croûte et pas devant sur la pâte, quoi, hein, en elle-même. Voilà, c'est des petites choses, hein, mais c'est vraiment dans les détails où les gens vont voir déjà votre attention, vont voir que vous respectez vos fromages, que vous respectez votre client et vous avez tout à y gagner, hein, forcément.
Voilà. Enfin la dernière, l'expérience client. Donc, bah, voilà, c'est vraiment un ensemble d'attentions qui sont super importantes, en sachant que l'ambiance est quand même fortement dépendante du facteur humain, hein. Donc, attention au stress qui est assez communicatif. Voilà, si vous êtes de mauvaise humeur ou quoi que ce soit, d'oublier l'extérieur, la vie extérieure, et puis vraiment se focus sur juste bah, l'accueil et puis l'exercice de vente. Même si vous avez du monde, parce que vous avez des périodes comme ça où vous allez avoir du monde qui vont arriver d'un seul coup, la dernière personne qui arrive, si en plus ça doit attendre plus de 10 minutes, rien qu'un regard, hein, un regard, un petit coucou, pour lui dire que bah, vous l'avez vu, quoi. Elle est là. Et une fois qu'elle sait que vous l'avez vue, elle aura d'autant moins envie de repartir, en fait, parce qu'elle a été accueillie et considérée. Donc, ça, c'est super important. Sentir entre de bonnes mains, bah, évidemment, hein, faire attention bah, à vos pliages, faire attention à vos découpes, à pas mettre les doigts sales partout. Voilà, bien utiliser. Moi, alors sur les marchés, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en boutique, en tout cas, bien que de toute façon, vous êtes obligé d'avoir un lave-main, il me semble. Et voilà, je sais que après avoir touché les pièces, la monnaie comme ça, je me passe quand même vite fait un petit coup sous les mains, quoi. Alors bon, parfois je peux me passer un coup sous les mains 30 fois dans la matinée, mais les gens le remarquent, ils voient la différence et ça leur donne une confiance, hein, en vous et en votre travail. Donc voilà, savoir être avant le savoir, parce que c'est bien d'avoir toutes les connaissances et de sortir un gros développement structuré sur votre fromage, mais en fait c'est avant tout le savoir-être, sans oublier que le client, en tout cas pour notre part en crèmerie fromagerie, c'est vraiment un achat plaisir. Donc la personne est là pour se faire plaisir et faut pas oublier ça. Il faut même surfer en fait un peu sur ce sentiment-là que les gens sont là pour se faire plaisir et que grâce à vos fromages, ils se feront plaisir. Voilà. Mm. Merci beaucoup, Clément. Je vous en prie. Euh, je vois pas le chat, mais c'est mes collègues qui gèrent le chat. Et je vais Je pouvoir propose qu'on... prendre le Pardon. relais si tu veux, Anna. Ouais, super. Et donc, il y a plusieurs questions qui ont été exprimées là sur le chat. Alors, notamment pour la première intervention concernant l'étal en maraîchage. Il y avait des questions par rapport à votre heure d'arrivée sur le marché et le temps de préparation avant l'arrivée du premier client. Donc ça, c'était une première question. Et puis peut-être de pouvoir décrire la clientèle que vous avez sur votre marché. Mais, eh bien, moi, J'aurais j'arrive. deux autres questions à vous poser. Ok, faut arriver avant 8 heures sur le marché à Châteaubriand. Du coup, moi, j'arrive à 8 h moins 5 parce que je suis feignant, mais voilà. Et en fait, à l'hiver, je suis 8 h moins 5 et des fois, je déballe avec des clients devant moi. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Faudrait que j'arrive à moins le quart, moins 20 en hiver. Et par contre, à l'été, j'ai vraiment beaucoup plus de gamme. Donc, j'arrive plus à 8 h moins 20, 8 h moins 25. Mais après, c'est vraiment moi, mon choix stratégique, c'est que après, j'ai tout le marché à attendre jusqu'à 12h30, donc je me dis, moins tôt, j'arrive. Donc voilà, mais après, c'est pas bien, hein. Je pense que ce qu'il faudrait arriver à 7h30, 30 minutes d'installation, étiquette bien mise et tout. Des fois, moi, les prix, je les mets au bout d'une demi-heure de vente. Mais voilà, je pense qu'il faut, si 30 minutes, ça serait bien. Et sur Votre clientèle? oui, ma Quelle est votre clientèle, clientèle, ouais? moi, c'est le mercredi matin. Donc, du coup, j'ai deux types de clientèle, les retraités et les profs. Voilà. C'est simple. Mais plus des retraités. On Traité, avait, vieux retraité. Et d'ailleurs, c'était un peu ma crainte quand j'ai pris, parce que je voulais faire que de la vente à la ferme, moi. Et quand j'ai eu l'occasion d'avoir cette place-là, et celui qui était avant moi, je lui ai posé la question, mais tu te rends compte là, tous les retraités, un jour, ils seront plus de ce monde-là. Il me dit, mais t'inquiète pas, Guillaume, il y a tout, il y a plein de jeunes retraités qui vont arriver et il n'y aura jamais de problème. C'est vrai, en plus, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes retraités qui arrivent. on avait une troisième question qui était sur la vente de vos produits. Est-ce qu'elle était en portion ou est-ce que vous proposez des produits en portion ou des sacs pré-pesés? J'ai fait un tout petit peu de sachets de haricots verts, que j'avais beaucoup d'haricots verts cet été, donc j'ai fait des sachets de 1 kg. 1 kg à 8 euros.
au lieu de 10 euros le kilo en vrac. Et ça a marché du tonnerre. Les gens, ils ont juste à prendre le sachet, c'est vraiment, vraiment, en plus, c'était moins cher. Et je fais exactement j'essaye de faire la même chose avec les épinards cette année. Je fais des sacs de 500 grammes à 3,50 au lieu de 7 euros le kilo. Et ça marche un peu moins bien. Mais bon, en fait, c'est Charles qui m'a vraiment conseillé de faire ça pour les épinards. Je le fais, mais ça fait 2 fois que je le fais. Ouais, j'attends de voir. Je pense que les gens, en fait, l'épinard, ils ont du mal à évaluer un prix par rapport à un volume. Donc, le fait de faire des étiquettes, des sachets, 3,50, ils voient le volume du sac, ça les conforte. Et je pense que sur le long terme, et les gens, maintenant, quand ils vont passer devant mon étal, ils vont voir un sachet, ils sauront qu'est-ce que ça permet de nourrir comme personne, quoi. Donc voilà, ça. Et après, moi, je l'ai fait par contre en termes de logistique. J'en fais 3 ou 4 sachets la veille chez moi et après sur le marché, je le fais en mode en live, quoi. Donc c'est un peu sportif, mais ça le fait. Ici, je fais les bouquets de Merci. persil aussi. Persil et les aromatiques, j'en fais 3 4 et je le fais à l'arrache, mais j'en vends pas beaucoup pour l'instant. Merci pour ces compléments. Je vois le temps qui passe. Je propose de passer la parole à Clément avec trois questions. Il y en avait une déjà sur les astuces que vous avez contre la condensation. Et puis, je propose de poser la deuxième question qui était également sur l'utilisation des gants ou ustensiles pour prendre les fromages. Comment vous faites? Alors, astuce contre la condensation, malheureusement, c'est compliqué, hein. À part avoir un bon torchon sec et passer plusieurs fois, mais sincèrement, c'est quand même important de le faire. Vraiment, vraiment, moi, je vois la différence, hein. Les clients, ils aiment quand même pas trop ça. Après, par rapport aux gants, alors, moi, je suis pas forcément pour les gants. Des mains propres peuvent être bien plus propres que des gants sales. Donc, donc après, c'est vraiment vous, comment vous le sentez. Pas hésiter. Par contre, peut-être sur des petits chèvres frais, vraiment frais, à prendre des pinces, hein, pourquoi pas. Voilà, ça c'est quand même, à la limite, là, ça peut être une bonne chose. Euh, voilà, et sur la question aussi de découper les fromages, ça dépend des moments. Enfin, si vous avez vraiment des fortes périodes d'affluence, c'est toujours bien d'avoir déjà quelques morceaux de fromage prédécoupés. En plus, les gens ils se posent pas de questions, ils disent ah bah oui, voilà, ça ramène-moi ça. Et en plus, vous gagnez du temps aussi dans votre vente. Donc, mais ça, faut vraiment savoir un peu quel jour le faire, à quel moment, etc. Mais c'est quand même, ouais, ça, c'est des petits trucs qui sont importants de faire. Mais il faut pas que vous en ayez Très bien. après faut pas que ça vous reste sur le dos après non plus, quoi. Donc, c'est un peu, voilà, c'est après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Et puis, une fois que vous avez quand même fait quelques marchés, vous savez à quel moment vous avez plus de monde qu'à d'autres, quoi. Merci pour ce retour d'expérience. Anna, je te laisse la parole pour. Ouais. Alors, je propose que les questions à laquelle on n'a pas répondu, on pourra y répondre du coup dans le compte rendu, notamment par rapport aux fournisseurs d'étiquettes et de banderoles. Et je te laisse conclure, Anna, ce webinaire. Super. Merci Moïse pour les questions. Merci beaucoup Guillaume et Clément pour vos témoignages et la réponse aux questions des participants. Le prochain rendez-vous Web Astuces du réseau bio, c'est le lundi 5 janvier, où on parlera de la conservation et du stockage des produits transformés. Voilà, toujours sur le même format, un petit temps sur la réglementation et puis des témoignages de producteurs. J'en profite aussi pour vous parler des prochains temps forts qui sont organisés dans les différents GAB autour de la commercialisation. Donc, en Loire-Atlantique, on a une formation Mieux vendre ses produits et valoriser sa ferme qui aura lieu le 3 février et le 26 février. Et en Vendée, il y a une formation autour de la gestion de la concurrence, comment prendre une longueur d'avance, qui aura lieu le 3 février. Donc, n'hésitez pas aussi pour les départements sur lesquels il n'y a pas de formation, à faire appel aux producteurs. Vous aurez la liste avec tous les contacts dans le replay. Donc n'hésitez pas si vous avez des sollicitations à nous en faire part. Il me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et puis à vous dire à bientôt pour le prochain webinaire Web à suivre sur les réseaux bio. Je vous remercie et puis je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt. Merci à vous.